C'est pas sérieux. Donc, au compte des 12 millions de procureurs, comme je vous l'avais annoncé, nous nous intéressons à ces différents sujets ce matin. Le tout premier, c'est l'assurance. La société de gestion des pétroles et des actionnaires doivent-ils indemniser les victimes? Nous avions commencé hier, nous en parlions, mais bon, les points de vue étaient tellement divergents. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus outillés pour en parler, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité avec cette situation que traverse le pays. Il faut vraiment que ces victimes soient indemnisées, comme ça se passe d'ailleurs à travers le monde. Et du coup, voilà, nous sommes aussi une partie intégrante du monde. Du coup, voilà, ce qui se passe ailleurs doit forcément se passer ici, en termes du respect des droits de l'homme, du respect, voilà, de la vie humaine et des droits de tout citoyen. Il est important et primordial d'ailleurs de procéder à l'indemnisation ou, comme on le dirait plus couramment, le dédommagement des victimes de ces sinistres. Je prends l'antenne avec toi, Simon-Pierre. Alors, aujourd'hui, hier on en parlait d'ailleurs, et au compte de ce matin, qu'est-ce que tu as sous la dent à nous proposer par rapport à l'indemnisation de ces victimes du séisme? Alors, hier, il y avait quand même des zones d'ombre qu'on n'avait pas eu à éclairer, tout simplement parce que, à notre entendement, c'est-à-dire le dépôt était géré par la société guinéenne de pétrole. On pensait que, comme c'est une entité créée par l'État, comme je le disais tantôt, que l'entité créée par l'État, en principe, n'a pas d'assureur parce que c'est l'État qui assure. Non. J'ai quand même creusé un tout petit peu. Je me suis renseigné pour situer les responsabilités à ce niveau. On se pose la question de savoir qui gérait le dépôt. Et en parlant de ça, on m'apprend que c'est ATP. Et en parlant de ATP, c'est African Petroleum Terminal, qui est une société de droit privé, qui a une représentation internationale et qui, à son tour, est assurée par 4 compagnies d'assurance, dont 3 à l'étranger et une qui est en Guinée. Donc à ce niveau, il n'y a plus débat. Je pense que tout est clair. Cela voudrait dire que c'est la société African Petroleum Terminal qui a ses assureurs, ses 4 assureurs, dont 3 à l'étranger, qui doivent indemniser les victimes. Donc à ce niveau, il n'y a plus de zone d'ombre, il n'y a plus quelque chose à dire. Mais on n'en parle pas, hein. On a vu toutes les réunions et toutes les rencontres de crise qui se font, et même la cellule de crise n'en parle pas au sein du gouvernement. Ça, on n'en parle pas, on ne touche pas ce facteur. Je ne sais pas à quoi on pourrait s'attendre, parce qu'on a même vu le communiqué numéro 5 qui est paru hier, et la question reste encore posée. Est-ce que l'État guinéen, les autorités y pensent vraiment? Est-ce que ce sera tangible? Est-ce qu'un jour ces personnes seront indemnisées ou ils seront dédommagés? Justement, à ce niveau, je pense que l'État, le fait de ne pas communiquer là-dessus, peut-être que c'est vu les circonstances, le drame et tout ça, mais le ministre de la Justice, en étant aussi ministre des Droits de l'Homme, doit rassurer sur ce côté-là. Et au-delà même, les victimes elles-mêmes, ces personnes-là, peuvent également intenter des actions pour indemnisation. Mais ce que je veux dire, généralement, lorsqu'il y a ce type de catastrophe, vu que les bâtiments, il faut les reconstruire, dans pas mal d'autres pays, l'État fait le premier pas, l'État indemnise. Maintenant, quitte à l'État de faire une action récursoire contre la société privée la société de droit privé et ses assureurs et les assureurs. Mais au regard du code des assurances en République de Guinée, on ne peut pas engager une action directe contre l'assureur de ton assureur. Vous savez que la société dont je parle est assurée, et c'est là aussi des assureurs. Donc l'ATP est assuré et son assureur est aussi assuré. Donc les victimes ne peuvent pas engager une action directe contre l'assureur de cet assuré. Donc mais c'est plutôt une action en face de l'assureur direct. Donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, aujourd'hui, vous savez que c'est quand même un drame qui est survenu. On est en train de parler des droits de ces victimes-là, qu'elles doivent avoir indemnisation. Encore une fois, ce qu'on est en train de dire n'a rien à voir avec une procédure pénale qui pourrait y avoir. Si par exemple l'incendie, voilà, l'incendie est volontaire et que c'est un acte criminel, ça n'a rien, ça c'est pénal. Ce qu'on est en train de dire est purement civil, donc faut pas que les gens fassent de l'amalgame. Maintenant, les victimes, l'on sait aujourd'hui que ces mêmes victimes, beaucoup d'entre elles ne connaissent pas leurs droits ou ne connaissent pas la procédure à suivre.
Donc pour ne pas qu'elle soit aussi victime davantage, c'est pourquoi on appelait hier au barreau par exemple, ou aux organisations de la société civile, aux ONG, de prendre cette situation à bras le corps pour accompagner ces victimes. Parce qu'au-delà de tout, c'est des compatriotes. En tout cas, il y a la question qui se pose aussi. On craint également que, parce que rien n'est encore sécurisé en ville, on venait même de recevoir le message du procureur en chef qui nous disait qu'il y a encore des flammes en ville. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les bâtiments, il y a certains bâtiments qui ne se sont pas complètement affaissés. Mais à quoi peut-on s'attendre les prochains jours, parce que le périmètre n'est pas à 100% sécurisé. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces bâtiments-là sont des bâtiments menaçants en ruine. Donc, il faut éviter que les gens partent y habiter. C'est pourquoi, dans le communiqué numéro 5, on a pris également ces mesures-là en disant qu'il faut libérer le périmètre de sécurité totalement interdit. Oui, mais le périmètre de sécurité, c'est en quelque sorte au niveau de... Voilà, non, pas que de l'incendie, mais toute la zone, je crois, est interdite au public. Donc c'est ce qui a été dit. Et en revenant par rapport aux mesures dont on parlait dans ce communiqué, j'ai aussi vu que les citernes seront escortées. Voilà, les citernes seront escortées et également la distribution du gasoil va se poursuivre à l'intérieur du pays. Je pense que c'est quand même une très bonne chose parce que... il y a quand même, ils ont été... rétroactif. Rétroactif à ce niveau, je pense que parce que le transport, vous savez, aujourd'hui, les tricycles et la proactivité qui a fait preuve, honnêtement, il faut vraiment qu'on en parle. Voilà, ça, il faut les féliciter. Honnêtement, ça, c'est à féliciter. Voilà, et les tricycles vraiment sont garés, donc c'est les voitures. Maintenant, moi, hier, j'étais surpris lorsque le chauffeur m'a dit que le tronçon n'a pas changé, parce que c'est le même prix qu'il fallait payer. J'étais très content, parce que ça n'a rien à voir avec ma poche, mais j'étais très content. Voilà. Donc, c'est pour dire que même le transport à l'intérieur du pays, beaucoup de personnes ont payé le même transport parce que ces voitures-là utilisent du gasoil. On ne pourra pas mettre à ce niveau, c'est très intéressant. On ne pourra pas mettre, voilà, on pourra pas lire tout le communiqué pour vous, le communiqué numéro 5, mais les mesures qui ont été prises, et ça vaut vraiment le coup que nous vous en parlons ce matin parce que c'est notre leitmotiv, nous sommes là pour vous informer. Et voilà, tout en dessous, il est écrit au regard des constats préoccupants sur la situation sanitaire, environnementale et sécuritaire présentée, j'arrive plus haut. Les dispositions et recommandations suivantes sont formulées. 1. Le port de masque est obligatoire dans la commune de Kaloum. 2. Les personnes évacuées ne doivent pas regagner leur habitation jusqu'à nouvel ordre. 3. L'approvisionnement des populations en gasoil sur l'ensemble du territoire national se poursuit. 4. La circulation des camions citernes est soumise à une escorte sécurisée en ordre de mission. 5. La zone impactée du sinistre reste fermée au public pour des raisons de sécurité et d'enquête, à l'exception des services spécialisés. Voilà, et il y a la 6e mesure d'ailleurs, qui est la dernière. Pour une meilleure coordination dans la remise des dons et des contributions, un communiqué sera diffusé à cet effet. Voilà les présentes mesures qui ont été prises. Et moi, par rapport à la mesure numéro 6, les dons, les contributions et tout ça, je crois qu'à ce niveau, il faut vraiment une réglementation. Il faut que les choses soient bien structurées parce que jusque-là, et hier, on voyait même les images de ces personnes. On reviendrait également sur l'affaire d'assurance. On voyait les images de ces personnes qui étaient les premières personnes d'ailleurs à rallier cette cause, c'est-à-dire du côté de Faisal, qui était venu en simple volontaire et qui aidait cette communauté, qui aidait ces personnes sinistrées. On les a vus expulsés, voilà, tout simplement du côté de Faisal. Et un autre groupe est venu prendre le relais. Je crois qu'à ce niveau, il devait être associé quand même. Oui, normalement, si peut-être on peut... Vous savez, je l'ai dit une fois dit ici, j'ai dit que l'État est toujours ingrat. Et quand les situations... Oui, mais c'est la vérité, c'est l'exemple. C'est une triste réalité. C'est ça, l'État est toujours ingrat. Quoi que vous fassiez pour l'État, quand elle veut faire prévaloir ses prérogatives... Comme on le dit en ce soir, voilà, donc ça va toujours se terminer comme ça là. Donc c'est bien.
ce qu'ils ont déjà fait, c'est énorme. Ouais. Ils ont montré leur bonne volonté pour dire qu'ils sont au service de la nation, au-delà de tout ce qui peut advenir ici là. Donc s'ils se sont fait expulser par cela, disons ils se sont vus relayés par une autre personne ici, il va sans dire qu'on n'a plus besoin dans cette situation, et ils peuvent servir autrement, parce que nous venons de parler d'autres sujets. C'est une crise, on n'a pas encore connu, qui n'a pas fini de connaître son épilogue. Donc il y a d'autres actions qui peuvent venir, il y a beaucoup de choses à faire, il y a les bénévolats qui peuvent exister, et il y a des âmes, des intellectuels parmi eux. Je connais pas mal de juristes qui étaient très actifs durant les 3 jours passés, donc qui peuvent aider même ces communautés à avoir droit, ou disons à accéder à ce qu'on appelle à la justice, donc pour bénéficier des indemnités qui pourraient advenir suivant. Et il existe encore des risques à ce niveau. Je le rappelais tout à l'heure par rapport au message du procureur en chef qui nous disait, pour info, il y a eu encore un départ de feu hier soir, donc l'incendie n'est pas encore totalement maîtrisé. Il faut vraiment que le gouvernement pense à sortir les détenus de la maison centrale, de ce lieu qui devient toxique au niveau de la pollution, de l'air notamment. Voilà. Et il me dit, enfin, mon frère, il faut bien lire mon message. C'est le DG quand même. Donc c'est un peu cette situation. Maintenant, sur la question donc qu'on appelle d'indemnité ou de la responsabilité civile ici, comme l'a dit Simon Pierre, le procureur Simon Pierre, donc sur la question, je crois bien que c'était cela, parce que les informations que nous avons été ici étaient des informations peut-être qui n'étaient pas complètes ou n'étaient pas mises en jour, parce que les recherches ont été faites depuis 2021 et 2022 et suivant ici, ce qui a fait. Et je vous ai même partagé, n'est-ce pas, l'avis d'un juriste là-dessus, donc il a même soulevé la question pour dire que les assurés des ATP sont vraiment dans les cauchemars ces derniers temps ici, donc c'était pour dire que désormais ce n'était plus la Société Générale du Pétrole qui est en charge donc de cette question. Alors comme il a dit, effectivement, à partir du moment où la société est déterminée et que la société est aussi assurée par plusieurs compagnies d'assurance, parce que vous savez que en fait, ce sont des cas on appelle les installations classées à haut risque. Des installations classées à haut risque, donc il peut y avoir suivant donc des conflagrations comme on a vu ici là. Donc ça fait que les compagnies d'assurance ne prennent pas généralement le risque de prendre toute la responsabilité ici. Parce que le pétrole, il faut dire qu'à tous les échelons, dans la chaîne, à commencer d'abord de son extraction jusqu'à la consommation est assuré. Vous comprenez? Donc dans les mines, le transport, tout et tout, même la vente, c'est assuré. L'exemple est aujourd'hui que les camions qui transportent aujourd'hui ces hydrocarbures sont assurés, mais également aussi le carburant, les hydrocarbures sont assurés aussi. Donc c'est pour dire que aussi c'est une matière vraiment grasse, une matière... c'est de l'or noir quand même. Exactement, comme on l'appelle, donc de l'or noir. Donc aucune compagnie d'assurance ne pourrait prendre la responsabilité d'assurer à elle seule l'intégralité des dommages. Donc des sinistres qui pourraient advenir. Donc la police d'assurance ici. C'est pourquoi vous avez ici. Mais comme il a dit, en fait, on est dans la phase de ce qu'on appelle la co-assurance. C'est une co-assurance. Comme hier, j'avais voulu l'expliquer, vous avez dit que ça a créé un peu d'amalgame. C'était en quelque sorte, c'est ça. La co-assurance. Donc ça fait que désormais, on ne peut pas attaquer. Mais dans la co-assurance, il y a ce qu'on appelle l'apéritaire. L'apéritaire ici, c'est la personne qui est l'interlocuteur en face. Donc des autres disons de l'assuré. Donc c'est cette personne-là qu'on engage sa responsabilité. Ce qu'on appelle l'apéritaire. Donc si à l'espèce on a 4 compagnies et quand vous prenez le code des assurances en République de Guinée, il est dit, n'est-ce pas, je crois dans les dispositions 3 et 4, sauf erreur de ma part, de toutes les façons c'est dans le code des assurances, pour dire qu'aucune compagnie en République de Guinée ne peut se faire assurer c'est-à-dire à l'extérieur. C'est ce qui fait qu'en Guinée, il y a une des compagnies obligatoirement résidente en Guinée où l'ATP s'est fait assurer ici. Donc en espèces, les personnes aujourd'hui, les personnes qui sont les victimes peuvent, c'est-à-dire que les victimes, il faut dire, parce qu'il y a 2 catégories de victimes. Il y a des victimes qui sont assurées, il y a celles qui ne sont pas assurées. Mais en tout état de cause, des actions peuvent être engagées devant qu'on appelle l'assureur qui est en République de Guinée ici. Que vous soyez assuré ou pas.
parce que déjà j'ai parlé avec pas mal d'avocats qui ont été saisis donc de cette affaire et ils commencent d'engager des assauts dans les jours à venir ici pour c'est très important. Voilà, pour des entreprises déjà qui sont assurées, c'est-à-dire parce qu'en matière d'assurance il y a ce qu'on appelle la subrogation légale, qui est une substitution, c'est-à-dire que quand vous êtes assuré, si vous êtes victime donc des faits ou disons des dommages de la part d'une autre compagnie qui est assurée, pour que vous ne devriez pas engager la responsabilité, vous partez vers votre compagnie d'assurance, c'est à elle maintenant de poursuivre, n'est-ce pas, celle qui vous a causé préjudice ou des dommages ici. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Mais notre communication est aujourd'hui à l'attention de nos compatriotes qui ne sont pas assurés, qui n'ont pas aussi des moyens pour se faire assister par des avocats. Il est très important de s'assurer, d'être assuré. De s'assurer. Donc c'est à leur intérêt aujourd'hui de saisir ce qu'on appelle la compagnie ATP, ou disons l'assureur, faire une déclaration de sinistre auprès donc de la compagnie qui assure ATP. Et cela se passe comment? Ils doivent faire, parce que quand vous prenez l'article 54 du Code des assurances, il y a une question d'expertise là-dessus. En pareille circonstance, c'est l'ATP, l'assureur qui doit procéder à l'expertise. Donc faire l'état des lieux et présenter donc l'état des lieux à la compagnie d'assurance pour dire que voilà, donc c'est les dommages qui ont été engendrés, c'est les préjudices avec donc des coûts estimatifs préalablement, si c'est possible de le faire ici. Mais si l'assureur ne procède pas à cette expertise, il est du droit donc des personnes victimes ici de procéder donc à la réunion donc des preuves, parce que c'est un procès civil et c'est la charge incombe au demandeur naturellement. Donc c'est ces victimes qui doivent produire. Et comment ils peuvent le faire? Ils peuvent passer par voie d'huissier. Donc un huissier peut venir faire ce qu'on appelle un constat interpellatif. Donc qui va faire l'état des lieux, voir comment les bâtiments ont été affectés. Et je viens, on m'a fait parvenir tout à l'heure voilà, un courrier de la FESABAD, la Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée. Et dans leur courrier, il y a une partie qui mentionne dedans, il dit face à cette situation qui impacte considérablement nos institutions, la FESABAD s'associe à vous, sollicite auprès de vous d'ailleurs, de la BCRG, un plan d'accompagnement d'urgence des banques voilà, pour faire face à la situation qui risque d'avoir des grandes conséquences. Et à l'intérieur de leur courrier, on peut comprendre en quelque sorte que nullement il est mentionné qu'ils doivent indemniser ces personnes, qu'ils vont procéder à cette forme légale. Il n'est nullement mentionné dedans, mais plutôt eux-mêmes, ils demandent de l'aide du côté de la Banque centrale de la République de Guinée. Ça amène quand même à se poser pas mal de questions. Oui, vous savez que la Banque centrale, s'il vous plaît, c'est leur autorité de tutelle. Donc c'est la Banque centrale qui exerce la tutelle sur les banques et assurances à la République de Guinée. Peut-être des mesures d'accompagnement sollicitées ici, parce que c'est une période de crise, il faut le dire, il ne faut même pas qu'on se l'air là-dessus. Nous sommes en période de crise. Donc il est de leur droit de solliciter auprès de leur autorité de tutelle donc des mesures d'accompagnement. Mais pourquoi, la question que je me pose, il n'est nullement mentionné qu'ils vont indemniser ces personnes ou dédommager les victimes de ces sinistres? C'est là la question que je veux juste dire qu'on ne montre pas son village avec sa main gauche. Cela veut dire les juristes, les banques là ont des conseillers juridiques qui savent la procédure. Ce qu'on est en train de dire, ils le savent. C'est pas comme s'ils ne le savent pas. Mais vu que c'est une question d'argent, une question d'indemnisation, ils disent c'est mieux, on va solliciter l'aide de la banque, l'accompagnement de la banque centrale, parce qu'à nous, à cette allure, on ne pourra pas le faire. Donc, l'accompagnement de la banque voilà, pour quoi faire avec cet accompagnement? C'est la question que je me pose au fait. Mais c'est pour les victimes notamment. C'est pour les victimes, mais il n'est nullement mentionné que c'est pour les victimes. C'est une façon. Non, moi, dans le courrier, moi, ce que je comprends, au fait, ils demandent de l'accompagnement auprès de leur autorité de tutelle. Ça peut être peut-être des mesures allégeantes qu'ils sollicitent. D'ailleurs, je crois que c'est dans cette optique-là. Ce n'est pas à l'endroit des victimes, pas du tout. Et je crois bien que la FESABAD ne fera pas cela aussi. Il n'est pas de leur rôle. En fait, quand vous êtes victime des préjudices, des dommages, c'est à vous d'exercer vos droits ici. C'est pourquoi l'appel lancé donc au barreau, qui aujourd'hui est nécessaire,
les huissiers de justice également doivent être... On a parlé d'une agence de transfert, autrefois qui avait, je crois, accordé une faveur, n'est-ce pas, pour les... oui, qui avait élargi la fourchette un peu jusqu'à 3 milliards. 3 milliards donc pour le rapatriement donc, de ces fonds ici. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est de la même chose que peut-être le barreau peut le faire. Le barreau naturellement peut le faire si jamais il est sollicité. Les huissiers de justice et tout autre professionnel judiciaire peut le faire aujourd'hui. Vous également, vous qui êtes membre des organisations. Mais il faudrait vraiment qu'on reste focus dessus. Il faudrait vraiment à chaque fois le rappeler parce que on a l'habitude de voir qu'il y a des calamités ou des trucs qui arrivent chez nous ici. L'indemnisation, on touche jamais ça, on n'en parle jamais. Je pense qu'aujourd'hui, les victimes doivent oser. Vous savez, le droit parfois, il est très clair. Oui. Mais c'est à vous de porter l'action et d'être audacieux, d'aller jusqu'au bout. Oui. Parce que pour le moment, vous allez rentrer dans une phase, peut-être un ministre va venir tenir un discours, vous savez ce qui est arrivé, c'est difficile, et voilà, il y aura des mesures d'accompagnement. Après, on va vous appeler, on va vous enregistrer sur un fichier, vous allez passer un à un, ça a commencé d'ailleurs 10 millions. C'est pas comme ça se passe. Ça, déjà, cette indemnisation n'est pas juste et équitable. Donc c'est pourquoi on est en train de conseiller à nos compatriotes aujourd'hui de prendre la voie légale et d'engager cette voie-là. Si vous laissez cette voie-là, vous vous contentez du minimum que ces mêmes gens vont venir vous donner, vous ne pouvez pas vous prévaloir après de dire ah vous savez. En tout cas, la Guinée a reçu pas mal de dons quand même. Hein? Non, bon, c'est pas officiel. J'ai pas vu sur les pages officielles du gouvernement. C'est des pages personnelles. On parle de dons de carburant de la Côte d'Ivoire. Bon, je ne suis pas sûr pour le moment. Sinon, la Guinée aurait fait un communiqué là-dessus. Officiel, ouais. Voilà. Et pour en venir à l'autre situation, la situation des prisonniers de la maison centrale, je pense qu'aujourd'hui, il faut rappeler que les prisonniers ont des droits. Et la zone étant polluée à l'instant T, je pense qu'il faut prendre des mesures pour les évacuer. Je suis d'accord. Personne ne pense à eux à ce moment. Justement, le ministre, tous à ceux qui sont le ministre de la Justice, il est informé. Oui. Le gouvernement a fait des communiqués pour dire que la zone est polluée. On ne va pas nous dire après on ne savait pas. Donc il faut les sortir de là-bas. C'est une question de santé. Ok.